Bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien, un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leur parole et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sois en doctorat, en post-doc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas. Si tu rencontres des difficultés ou que cette histoire te fait écho, n'hésite pas à demander de l'aide, t'adresser à des professionnels de santé ou services dédiés à ces problématiques. Dans une équipe et un laboratoire aussi conditionnés qu'instables, Gaëlle te partage aujourd'hui son vécu et ses ressentis durant le début de sa thèse. Un parcours déconcertant, alliant mensonges, peur ainsi que violence verbale et psychique te sera raconté. Alors si tu es prêt à découvrir ce nouveau témoignage, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Gaëlle, bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien. Merci à toi d'être venue et de te confier autour de ce micro. Pour commencer le podcast, pour un peu amorcer les choses, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et dire comment a débuté ta thèse ? Ouais, alors je suis doctorant en biologie et donc j'ai commencé ma thèse en 2020, en fin d'année 2020. Le labo où j'ai commencé ma thèse, c'est le labo dans lequel je faisais également mon stage de Master 2. Et donc en fait, mon directeur de thèse, c'était le directeur du labo, enfin le chef d'équipe. En fait, j'ai fait mon stage de Master 2, il y a eu toute une partie qui a été en distanciel parce que c'est au moment où il y a eu le Covid, donc il y a eu le premier confinement. Normalement, je devais commencer mon projet de thèse pendant mon stage de Master 2, ce qui est assez classique, en tout cas en sciences du vivant. Et bon, j'ai commencé effectivement ce projet-là pendant mon stage de Master 2, mais ça a été interrompu pendant plusieurs mois. Et au final, j'ai peu avancé et j'étais pas encadré par mon futur directeur de thèse pendant une bonne partie du stage de Master 2. C'est quelqu'un d'autre qui m'a encadré. J'ai fait les concours de l'école doctorale à laquelle je suis rattaché pour avoir les financements du ministère. Donc j'ai eu le financement, j'ai eu la bourse ministérielle et j'ai pu commencer ma thèse ensuite à la rentrée 2020 sur le projet de thèse que j'avais plus ou moins commencé. Donc le début de la thèse s'est bien passé. En fait, c'était un projet vraiment avec une très grosse première étape où on devait préparer des expériences, mais en fait, c'était pas vraiment des expériences. On faisait rien pour avancer réellement en termes de résultats, mais on préparait l'ensemble. Ce qui devait prendre normalement quelques mois, qui devait se faire pendant le Master 2, ce qui s'est prolongé pendant tout le début de la thèse. La relation se passait bien avec mon directeur de thèse jusqu'à la fin de l'année 2020, on va dire. Et pendant tout ce temps-là, j'avançais pas vraiment. Après, j'ai choisi de faire une thèse et je savais les difficultés qu'il y avait, notamment en termes, c'est normal, il y a des moments où ça avance pas, il se passe rien. Donc ça, je m'y attendais et je prenais sur moi et ça me pose pas de souci de pas réussir, de recommencer, de pas réussir, de recommencer encore et encore. Ça fait partie du processus. Je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais devoir l'affronter et je l'ai affronté dès le début de la thèse. Ça m'a pas empêché j'étais toujours content, ravi de venir au labo tous les matins, avec le sourire. Donc voilà. J'étais dans une équipe de recherche qui était une jeune équipe de recherche, à la fois en termes d'âge vraiment de l'équipe, de création de l'équipe, et aussi en termes de personnes qui sont dans cette équipe-là. Donc aussi, moi, je voulais être dans une équipe de recherche qui était jeune parce que j'avais été déjà par le passé dans des stages avec des vieilles équipes et je voulais aller plus dans une jeune équipe. Et c'était cool parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance au début, il y avait une motivation et tout le monde était content de venir au labo. Donc première impression plutôt positive de l'équipe et tu avais un directeur de thèse, tu avais combien d'encadrants ? Alors j'avais un directeur de thèse qui était mon encadrant, qui était le chef d'équipe, qui encadrait 2 autres doctorants. Et en fait, de base, sur ce projet-là, je devais être plus ou moins co-encadré par une chercheuse de l'équipe qui, en fait, n'a pas été présente, qui venait pas au labo. Elle devait être un peu ma co-encadrante de thèse et elle n'a jamais été là pour m'encadrer. Donc j'avais que mon directeur de thèse comme interlocuteur sur ce projet-là. Et du coup, la première année s'est bien passée ? Alors, la première partie de la première année, on va dire, s'est bien passée jusqu'à la fin de l'année 2020. En fait, ça se passait bien pour moi, mais c'était compliqué pour d'autres personnes dans l'équipe. Donc le directeur de thèse avait un doctorant par année, en gros. Donc quand je suis arrivé, il y avait un doctorant qui était en 4e année, il y avait une doctorante en 3e année, une doctorante en 2e année, et moi qui venais d'arriver en première année. Le doctorant en 4e année, ça s'était extrêmement mal passé avec mon directeur de thèse, au point où il avait changé de direction de thèse, et c'était un autre chercheur de l'équipe qui avait pris la direction de la thèse. Est-ce que tu étais au courant de ces tensions qu'il y avait au sein du labo avant de commencer ta thèse ? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai choisi d'aller dans ce laboratoire, quand j'étais encore en M1, donc pour préparer pour le stage de Master 2, je me suis dit, c'est super important de bien choisir son labo de M2, donc j'ai demandé des conseils à des profs de ma formation qui m'ont dit, ouais, pose telle question, sois attentif à ça, fais attention à ça, discute avec les gens, etc.
Donc j'ai fait les entretiens avec eux, j'ai discuté avec tout le monde, et vraiment ça a été zéro red flag. C'est-à-dire que les entretiens se sont extrêmement bien passés, les discussions étaient très cool. Spontanément, le directeur de thèse m'a dit « Écoute, va voir mes étudiants, parle-leur, et on discute ». Donc j'ai surtout discuté avec 2 des 3 doctorants, pas trop avec le doctorant avec qui ça s'était mal passé, qui était là, mais qui est resté en retrait. Et les 2 autres m'ont fait que des retours positifs. Et ça correspondait vraiment à ce que je cherchais, ou ce que je pensais que ça allait être. Donc j'ai foncé, quoi. J'étais super content, j'avais d'autres propositions ailleurs que j'ai refusées, et je voulais aller dans ce labo-là. Donc pour en revenir sur la fin de l'année 2020, donc en fait ça s'était mal passé donc avec le doctorant en 4e année, qui avait changé de directeur de thèse. La doctorante en 3e année, ça se passait très bien. Et au cours de mon début de thèse, la situation s'est très très vite fortement dégradée avec la doctorante en 2e année. Où ils se sont retrouvés dans des situations où il n'y avait plus de communication, elle s'est retrouvée un peu lâchée complètement sur son projet. En fait, il y avait vraiment un pattern, ils se comportaient de la même façon quand ça se passait mal, c'était les mêmes indicateurs, il se passait la même suite d'événements. On m'avait raconté ces événements pour le doctorant en 4e année, et en fait, j'ai vu ces événements se passer pour la doctorante en 2e année. Bon, moi, ça se passait bien, mais je me suis dit, Gaël, fais attention que ça t'arrive pas. Je me suis dit, ça va aller, c'est différent, etc. Première erreur, ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Donc ça a pas mal dégradé l'ambiance au laboratoire, ce qui est normal dans ce genre de situation. Donc moi j'ai fini à la fin de l'année de 2020, ça allait, ça se passait bien avec mon DT, j'étais content, ça avançait pas on va dire, mais je savais que ça allait être difficile, je me suis dit c'est pas grave, tu pars en vacances de Noël, à la rentrée, on reprend, ça va le faire, on va finir par avancer, ça va se débloquer. Donc ça c'était au moment des vacances de Noël de l'année 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces vacances alors ? Alors, je suis arrivé en janvier, c'était la rentrée, donc j'ai repris mes préparations d'expérience, on va dire de la même façon. Ça n'avançait pas, donc j'ai demandé de l'aide à mon directeur de thèse. En fait, j'avais demandé de l'aide à mon directeur de thèse un petit peu avant les vacances de Noël, qui m'avait dit « Ok, je vais t'aider », parce que lui avait l'habitude de faire aussi des expériences, donc il s'est engagé à m'aider sur la préparation sur ça. Donc je suis rentré de vacances, il m'a dit « Ouais, moi j'ai avancé sur ça, donc là, on va être bien, ça va bien se passer, on va pouvoir commencer ». Et donc en fait, on s'est fixé au cours de nos premières réunions à la rentrée de commencer la première expérience début février 2021. Donc ok, on y va, je bossais, donc j'étais là à 9h, je rentrais à 18h ou à 19h, voilà, je faisais ça 5 jours par semaine, donc j'étais impliqué dans le projet de thèse et j'essayais d'avancer comme je pouvais. Donc ça n'avançait pas en fait, j'essayais d'avancer mais ça n'avançait pas. Et on a commencé à discuter, à faire des points un peu plus régulièrement. On essayait de débloquer, mais en fait ça n'avançait pas et lui faisait pas grand chose pour que ça avance. Il me disait oui, moi j'avance, t'inquiète pas. Il avait une mimique qui disait tout le temps dans 5 jours c'est réglé, dans 5 jours c'est fini. Puis la semaine suivante, non mais dans 5 jours c'est fini, moi je fais ça, et là ça va se passer super bien, ça marchait pas. Test aussi, etc. Dans 5 jours c'est réglé, ça marchait toujours pas, et c'était ça comme ça. Finalement rien n'avançait, et je lui ai dit en début février, je lui ai dit que ça commençait à m'embêter parce qu'on n'avançait pas. Et on avait dit qu'on lançait début février. Et il m'a dit non, on n'a jamais dit ça, on avait dit qu'on lançait mi-février. Ok. En fait, je prenais mes notes, donc je savais exactement ce qu'on disait puisque j'avais tout noté dans mon cahier de notes. On continuait, et puis mi-février, je lui ai dit bon, ben on fait un point. Et donc là, j'ai mis 1 semaine à pouvoir faire le point avec lui. D'habitude, il était toujours dispo quand j'avais besoin d'aide ou j'avais besoin qu'on discute. Dans la journée, on faisait le point. Là, il m'a fallu 1 semaine pour réussir à avoir la réunion avec lui. Et j'ai parlé avec lui, donc je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que ça m'embêtait, qu'on n'avançait pas, que c'était compliqué, je lui ai proposé des solutions. Je lui ai dit peut-être qu'on pourrait lancer l'expérience, même si tous les préparatifs sont pas faits, on aurait pu faire en fait la moitié de l'expérience. Et j'ai eu le droit à un non catégorique, il n'en est pas question. Et j'ai parlé, je lui ai expliqué, on a discuté, j'ai parlé pendant 20 minutes. Et à la fin des 20 minutes, il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que c'est bon, t'as fini ?» Et je lui ai dit « Oui ». Et il s'est levé, il est parti de son bureau. Et en fait, je suis sorti de son bureau, j'ai pas compris ce qui venait de se passer. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, j'ai parlé à un mur pendant 20 minutes. Et ça m'a fait tout bizarre parce que je me suis dit, ça a commencé comme ça chez les autres doctorants. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Et je comprenais pas vraiment j'étais vraiment, je sais pas, je comprenais pas la situation quoi. La semaine suivante, le lundi, j'arrive et il me dit, hey Gaël, viens là. Je fais, ok, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, on était déjà rendu dans une phase où je savais qu'il me racontait n'importe quoi parce qu'il m'avait dit on lançait la manip début février. Ah non, mais non, j'avais toujours dit 15 février. Ah ben non, j'avais toujours dit fin février, etc. Donc je savais déjà qu'il commençait à me mentir. Est-ce que tu dirais que c'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à douter de lui et que les choses ont commencé à devenir compliquées avec ton directeur ? Ouais, on est rentré dans le moment de bascule, c'est ça. Il y a eu cette période-là qui s'est passée sur 15 jours, 3 semaines, où il y a eu cette bascule sur la façon dont la thèse a tourné. Donc cet après-midi-là, le lundi, quand j'arrive, il me dit ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me raconter ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Et là, en fait, donc pour situer un peu le contexte, sans détailler, mais j'avais des surveillances parfois à faire les week-ends, et on était 2 doctorants. L'autre doctorante était pas du tout dans la même équipe de recherche, et en fait, on alternait un week-end sur 2. Il se trouve que ce week-end-là, c'était pas moi qui faisais les surveillances, c'était l'autre doctorante, et il y a eu un problème pendant ces surveillances-là. Et donc, il m'a demandé si j'avais fait la surveillance ce week-end-là ou pas, et je lui ai dit non, c'est pas moi, c'est l'autre personne. Et ensuite, il m'a hurlé dessus pendant 5 minutes en expliquant qu'à cause de moi et que la surveillance avait été mal faite, il avait perdu 6 mois de manip, que c'était proprement scandaleux, que j'ai été payé pour faire ça et que maintenant j'avais intérêt à travailler. Il m'a hurlé dessus en m'insultant, en me disant t'as intérêt à faire ton putain de travail parce que t'es payé pour faire ça, machin, machin. Donc il m'a hurlé dessus pendant 2 minutes et je l'ai regardé et j'ai rien dit. À la fin, je lui ai dit bah écoute, je transmettrai le message à l'autre doctorante et je suis parti. Et durant ce moment pas très agréable, est-ce que tu étais tout seul avec lui ? Alors, j'étais pas tout seul. En fait, ils étaient dans le bureau d'un autre chef d'équipe qui n'a rien dit. Il n'a pas réagi. Il n'a vraiment absolument rien fait. Donc, à suivre, il a envoyé un mail incendiaire à l'autre doctorante, à la responsable de la mission de surveillance, au directeur de l'unité, à tout le monde, voilà, en disant qu'on faisait pas notre travail, qu'on était rémunérés, qu'on comprenait pas pourquoi. Enfin bref, voilà, juste pour nous foutre la honte, nous mettre la misère, nous dire qu'on était des merdes, concrètement. Et il se trouve que la responsable de la mission nous a défendus en expliquant très bien que ce qui s'était passé n'était pas de notre ressort, que c'était sa responsabilité. Et donc il pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Cette histoire s'en arrêtait là. Donc là, je me suis dit, mais qui est cette personne en fait ? C'est un malade. Donc bon voilà, donc on en est resté là-dessus. Il y a d'autres signes après qui sont venus comme alerte ou red flag ? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les jours ont continué à avancer. Il me parlait pas. C'est pas qu'il m'ignorait, mais il s'arrangeait pour pas qu'on soit dans les mêmes pièces, ou voilà, on n'abordait pas la situation, rien. Et moi, je continue à avancer, enfin à essayer d'avancer, il ne se passait rien. On a refait un meeting, je crois, ou encore, je lui ai dit, on avait dit qu'on lançait là, mais on est déjà en retard. En fait, c'est simple, dernier meeting, t'as dit qu'on commençait l'expérience telle date, cette date est passée, on n'a pas commencé. Et j'ai encore le droit, mais non, c'est pas vrai, on n'a pas dit ça. Et puis de toute façon, c'est pas ma faute. Donc là, on est passé sur un autre truc, c'était vraiment sur la culpabilisation. C'est pas ma faute si toi t'es incompétent, tu sais pas faire ça, j'y peux rien si tu sais pas travailler, moi j'ai avancé sur ce que j'ai fait, toi c'est pas le cas, etc. Et dans le même temps, en fait, j'ai eu la chance de discuter énormément avec la doctorante en 2e année avec qui ça se passait très mal aussi. Et on avait la chance de pouvoir avoir des moments où on faisait une manip et on était dans une pièce où on savait qu'on n'allait pas être dérangé, donc on pouvait discuter librement et essayer de s'aider l'un l'autre. Et il y a un moment où en fait je me suis dit, ça commençait à tourner mal, c'est-à-dire que j'allais au labo, je disais toujours on y va Gaël, avec de l'entrain, énergie, j'étais toujours positif, etc. Mais je me disais, la prochaine fois que je vais le croiser, qu'on va faire une réunion, qu'est-ce qu'il va me dire ? Est-ce qu'il va me mentir ? Est-ce qu'il va m'insulter ? Est-ce qu'il va me hurler dessus ? Est-ce qu'il va me faire culpabiliser ? Et je commençais à avoir peur de lui. Et donc cette doctorante-là, on discutait, on a fini par aborder des questions que je me posais depuis longtemps, et je voulais avoir la réponse. Le premier, c'était de savoir si, c'est là on rentre dans la phase un peu Grey's Anatomy du labo, c'est-à-dire que je lui ai demandé si il se passait quelque chose entre le directeur de thèse et la doctorante en 3e année. La seule doctorante au final avec qui ça se passait bien. En fait, j'ai appris à ce moment-là qu'ils étaient plus ou moins en couple, ce qui était censé être caché, mais qu'en fait tout le monde était au courant. Et j'en avais eu l'impression quand j'étais arrivé dans le labo, mais je m'étais dit que ça se faisait pas, genre de choses, ça se faisait plus. Enfin, c'est que c'était une erreur de moi, de jugement, de penser que le directeur de thèse pouvait coucher avec sa doctorante et que c'était vraiment, tellement cliché et tellement faux. Ce qui se trouve, c'est exactement ça en fait. C'était ce qui se passait et ça expliquait pourquoi il y a plein de fois où en fait, dès que tu disais un truc à elle, immédiatement, comme par hasard, lui était au courant. Donc ça a influencé l'ambiance un peu du labo. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on n'était pas en sécurité dans le labo parce qu'on savait que si on parlait, si on disait quelque chose, il allait être au courant parce qu'elle était toujours dans les parages. Et voilà, et donc j'ai appris ce jour-là que oui, effectivement, eux, ils étaient ensemble. Après, d'un côté, on peut se dire, c'est leur vie privée. Voilà, le problème, c'est que ça avait une incidence. Ça détournait complètement le labo, au final. Et tu as réalisé d'autres choses en parlant avec cette doctorante ? Le deuxième truc que j'ai appris qui pour moi, et vraiment c'est la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est que je lui ai demandé est-ce qu'il y a eu des situations dans lesquelles on était sur de la manipulation de data. Il est hors de question que je sois dans une situation un jour dans laquelle on me demande ou on me fait comprendre qu'il faut que je trifouille mes données pour que ça soit un peu mieux, ok là c'est significatif, là la moyenne elle est un petit peu plus claire, c'est vrai que c'est un peu mieux comme ça. Donc ça c'était vraiment la ligne rouge. Et cette doctorante m'a fait comprendre qu'il y avait eu plusieurs situations, plusieurs fois où on avait plus ou moins franchi cette ligne. Après, moi, j'en ai jamais eu de preuve directe, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Pour moi, j'ai considéré que c'était vrai. Et en fait, je me suis dit, la situation est catastrophique dans l'équipe. Enfin, moi, avec mon directeur de thèse, je vais, à un moment dans ma thèse, me retrouver face à cette situation. Donc, ton ressenti à ce moment-là, c'est plutôt de l'appréhension, finalement. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, il est hors de question. Cette situation ne peut pas arriver. Parce que je me suis dit, le jour où ça va arriver, moi, j'aurai pas le choix. En fait, je vais me sentir complètement bloqué. Et je me suis dit, il est hors de question. Et ce jour-là, quand on a eu cette discussion, je me suis dit, je me tire.
Il est hors de question que je reste un jour de plus dans ce labo. C'est pas possible, je peux pas supporter ça. Et donc, je me suis dit, ok, alors maintenant, comment je fais ? Pour revenir un peu en arrière, entre guillemets, pendant toute cette début d'année 2021, quand ça commençait à se dégrader, j'en parlais beaucoup à mes proches, à ma famille, et mes parents étaient, mais il faut absolument que tu partes de cette équipe, c'est pas possible. Et j'avais toujours des excuses, je disais, non, mais bon, ok, ça se passe mal, mais quand même, l'équipe elle est sympa, et puis c'est financé, et puis le projet je l'aime bien, et puis ça fait longtemps que je travaille dessus, et puis ceci, et puis cela. Et un des trucs vraiment qui jouait, en fait, c'est que je considérais que mon directeur de thèse avait du pouvoir sur moi et que ma carrière dépendait de lui. À ce moment-là, je voulais faire de la recherche académique après ma thèse et je savais que j'avais besoin de lui pour pouvoir trouver un bon postdoc. Et en fait, le jour où j'ai décidé de partir, je me suis dit, j'en ai rien à faire, c'est moi. Soit j'y laisse ma santé, soit j'accepte de me faire marcher dessus pendant 3 ans ou 4 ans, me faire manipuler et tout, soit je me barre et tant pis. Et je me suis rendu compte ce jour-là qu'en fait, il avait pas de pouvoir sur moi. Il avait pas de pouvoir sur ma carrière et sur ma vie et que si je décidais de partir, je partais. Alors oui, ça aurait des conséquences, machin, on va bien sûr, mais c'était pas Dieu et je pouvais faire d'autres trucs à côté. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai compris ça, vraiment, il y a eu un déclic et là, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais partir. Au final, ça faisait que 6 mois que j'étais en thèse, mais ça faisait 1 an et demi que j'étais dans l'équipe par rapport à mon stage de Master 2, aux pauses que j'avais eues, préparer les concours, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé durant cette période compliquée avec ton directeur de thèse ? Qu'est-ce qui t'a aidé pour pas que tu t'effondres et tenir bon finalement ? Alors en fait, moi je pense que un truc qui m'a aidé, c'est que j'essaie d'avoir une hygiène de vie la meilleure possible, on va dire. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a aidé. Donc tous les jours, je fais du sport, de la méditation, je lis, j'ai des projets perso et tout. Donc ça m'a aidé parce que j'avais autre chose à côté de la thèse et parce que ça m'a aidé à rester en forme mentale et physique, même si ça a été difficile. Voilà. La deuxième chose qui m'a aidé, que je dois beaucoup à ma formation que j'ai faite, c'est que j'ai fait énormément de stages dans mon master et ma licence. Et j'étais loin d'être parfait. Enfin, je veux dire, je suis un chercheur doctorant. Mais en fait, je savais que quand lui essayait de me faire perdre confiance en moi en me disant que j'étais nul, que je savais pas travailler, je savais que c'était en partie faux parce que j'avais été dans d'autres laboratoires avant et que ça s'était toujours très bien passé, à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue scientifique, que j'avais toujours eu de très bons retours, qu'on m'avait toujours félicité pour mon travail. Je savais qu'en fait, forcément, il me manipulait sur cet aspect-là parce que c'était pas possible. Et ça, le fait d'avoir un minimum confiance en soi, c'est un des trucs qui m'a sauvé parce que j'ai refusé que lui me dise et qu'il me convainque qu'en fait j'étais nul. Et du coup, comment ça s'est passé à partir de ce moment où t'as décidé de partir ? En fait, la partie où ça a été le plus compliqué, c'est entre le moment où j'ai choisi de quitter mon laboratoire et le moment où j'ai commencé dans une nouvelle équipe de recherche. C'est là où ça a été psychologiquement plus difficile et pour plusieurs raisons. Déjà parce que le processus, il est pas facile. Et ensuite parce que je me suis retrouvé un peu abandonné et tout seul. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé donc de quitter mon laboratoire de thèse, je suis allé chercher le directeur de l'école doctorale. S'il y a une personne à qui il faut que je parle, c'est lui. Il se trouve que c'est là que ça commence à devenir compliqué, c'est que le directeur de l'école doctorale, il est chercheur dans l'équipe de mon directeur de thèse. Et d'ailleurs, mon directeur de thèse est son supérieur, entre guillemets, puisque c'est le chef d'équipe. Donc il y avait un conflit d'intérêt qui était évident, que je savais, qui était énorme. Donc je suis allé le voir quand même, j'ai pas le choix, c'est lui le directeur. Je lui ai envoyé un mail lui disant « Je dois absolument te voir, j'ai besoin de ton aide en tant que directeur de l'école doctorale ». Il m'a répondu directement « Très bien, on fait un point, tel jour, telle heure ». Donc je suis allé le voir, je lui ai expliqué rapidement la situation. Et il m'a dit, moi je suis directeur de l'école doctorale, je suis dans cette équipe, je peux pas m'en occuper parce que je suis en conflit d'intérêt. Si tu as décidé de quitter le labo, il faut que tu fasses une médiation avec l'école doctorale. Donc c'est pas moi qui m'en occuperai, ce sera quelqu'un d'autre. Donc il me dit, le process de médiation, tu vas toi rencontrer des personnes de l'école doctorale, tu vas leur expliquer la situation. Ensuite, ton directeur de thèse va les rencontrer aussi. Et ensuite, vous ferez une réunion tous ensemble pour voir l'issue de cette médiation. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit, la première étape, c'est d'en parler à ton directeur de thèse. Donc là, on a une réunion assez incroyable avec mon directeur de thèse. J'ai préparé ma réunion. Quand je préparais une réunion, j'avais toujours une liste de ce que je voulais aborder. Et là, je me suis dit, si tu veux que ça se passe bien, il faut que tu puisses expliquer. Et je me suis dit, quand tu te trouves dans une situation où tu as peur de ton directeur de thèse, où tu sais qu'il te manipule et qu'il essaie de te retourner le cerveau en permanence, tu as toujours peur de ne pas être capable d'exprimer les choses clairement. Et de te dire à la fin, de sortir de la réunion et de te dire, ouais, mais bon, c'est vrai que j'ai pas été super clair et c'est vrai que là, il m'a posé des questions et j'ai pas bien répondu, etc. Évidemment, c'est encore une fois des excuses, des trucs dont tu te convaincs toi-même et ça fait partie de lui, du process, du pouvoir qu'il a sur toi, du contrôle qu'il a sur toi. Je me suis dit, on prépare ça correctement. Donc, j'ai fait une liste de tous les éléments que je lui reprochais, tous les problèmes qu'il y avait, et j'ai donné des exemples à chaque fois. Et je suis venu en réunion avec ça. Donc, on commence. Il commence à me parler, oui, alors j'ai fait ci, ah oui, dans 5 jours c'est prêt, machin, le discours habituel. Au bout de 5 minutes, j'arrête, je lui dis, en fait, je viens pas pour ça. Je viens pour t'annoncer que je vais quitter ce labo, je vais changer de directeur de thèse, je vais changer de projet, je vais changer d'équipe. Et il m'a répondu, ok. Et il y a eu un blanc. Et je lui ai dit, peut-être que tu veux que je t'explique pourquoi. Et il m'a répondu, si tu veux. Avec ce ton-là, comme ça. Oh, mais si tu veux, oui. Bon, si tu veux, sinon c'est pas grave. Hein.
Donc je lui annonce que je vais quitter son labo, et il me dit juste « Oh oui, bon, c'est pas grave », comme si je lui avais dit que, je sais pas, que tel truc n'avait pas fonctionné, voilà. Donc je lui expliquais, point par point, je lui expliquais avec des exemples, et on a eu une discussion où je lui reprochais un truc, il me disait « Non mais toi t'es nul, moi je sais, pas toi. Oui, mais toi tu sais pas, toi t'es doctorant, moi je suis chercheur, j'ai fait des post-docs, je sais faire ces expériences-là, pas toi, donc je décide, c'est normal, pas toi. » Et ça a été comme ça pendant 20 minutes. Moi j'avais toujours tort, lui avait toujours raison, il n'y avait pas question de se remettre en question. Et il m'a dit, bon, mais maintenant on fait quoi? Je lui explique, bon, on va faire une médiation, etc. Le directeur de l'école doctorale est au courant, etc. Et là, il me dit, ok, tu sais quoi? On va le voir maintenant. Et donc, il m'a forcé à aller dans le bureau du directeur de l'école doctorale. On s'est retrouvé le directeur de l'école doctorale, donc pour rappel, qui est chercheur dans la même équipe, qui est le subordonné, entre guillemets, de mon directeur de thèse de l'époque. Et là, mon directeur de thèse explique la situation. Oui, Gaël veut quitter sa thèse, nanana, il m'explique ceci, il est chouette. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, c'est quand même assez incroyable. C'est le directeur de thèse qui demande à son subordonné, qui est le directeur de l'école doctorale, ce qu'il en pense. Avec moi à côté, évidemment. Je pense que mon directeur de thèse s'attendait à ce qu'il lui donne raison, à ce que le directeur de l'école doctorale lui donne raison, et dise que c'était pas bien, qu'il fallait que je reste, etc. Ce que le directeur de l'école doctorale n'a pas fait, et il a dit, j'en ai parlé avec Gaël, je suis triste qu'il parte parce que je pense qu'il a plein de compétences utiles pour le laboratoire, c'est sa décision, moi je suis directeur de l'école doctorale et chercheur dans le labo, je peux pas m'impliquer dedans, c'est quelqu'un d'autre qui fera la médiation. Donc il a été là-dessus, il a été très sympa sur ça. Et donc, bon, on est revenu dans le bureau de mon directeur de thèse. Et en fait, moi, je suis un peu naïf, mais je veux toujours bien faire les choses. Et je lui ai dit, c'est pas compliqué. Je suis là pendant encore un temps indéfini. Moi, tant que je suis là, je suis OK pour bosser. Enfin, j'ai un contrat de travail, je suis payé. Je vais pas juste rester à me tourner les pouces. Et il m'a dit, OK, on verra. Et je lui ai parlé d'un autre projet secondaire qui était un projet purement informatique. Et je lui ai dit, peut-être que je pourrais le finir. Et il m'a dit, non, il s'est mis à me hurler dessus à peu près. Il n'en est pas question, ce projet, il m'appartient, tu quittes le labo, donc tu laisses tout ici, y compris ce projet. Donc en gros, c'était lui le grand et tout ce que j'avais fait au cours de laboratoire lui appartenait. Donc on en est resté là, je suis parti. Le lendemain matin, en arrivant, j'avais un mail de lui me disant que j'avais pas besoin de m'occuper. En fait, on avait prévu de faire 2-3 bricoles et il m'a dit, tu n'as pas besoin de t'en occuper, je m'en occupe. Et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans projet de thèse, je n'avais plus rien à faire. D'où là le côté abandonné un petit peu. D'où là le côté abandonné, c'est là où effectivement ça a été plus compliqué parce que j'avais rien à faire. Donc je faisais un peu de biblio, j'ai fait des formations, des trucs comme ça, pour ne pas être au labo. Tu voulais l'esquiver au maximum. Je voulais pas le voir en fait. Et j'avais pas envie d'être dans cette ambiance parce que c'était vraiment dégradé au cours des semaines. J'avais juste envie de me barrer. Et donc là, ça a été une autre phase compliquée. Et heureusement, j'ai eu le soutien d'une super prof que j'ai eue quand j'étais en master. Quand j'ai su que j'allais partir, je lui ai envoyé un mail. Je me suis dit peut-être qu'elle connaîtrait quelqu'un qui aurait un sujet de thèse possible. Et donc, je lui ai envoyé un mail pour lui dire j'ai un problème, je pense quitter ma thèse parce que ça se passe extrêmement mal avec mon directeur de thèse. Est-ce que vous auriez des propositions de thèse? Elle m'a répondu voilà mon numéro de téléphone, tu m'appelles dès que tu peux. Et donc, pendant 1 heure, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit mais oui, Gaël, c'est exactement ce qu'il faut faire, t'as raison. Et en plus, il se trouve qu'elle avait eu des problèmes aussi quand elle était en thèse à l'époque. Et elle m'a dit j'ai un regret, c'est de ne pas avoir changé de thèse. Donc, elle m'a dit Gaël, fonce, pars, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Et en fait, c'est débile, mais quand t'as quelqu'un du monde de l'enseignement supérieur de la recherche, en plus c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une personne que je trouve brillante, quand cette personne, que tu as confiance en elle, elle est dans le milieu, elle te dit, c'est pas toi le problème, c'est ton directeur de thèse, ça t'enlève un poids énorme. Et tu te dis, j'ai pas inventé, c'est pas moi qui ai raconté n'importe quoi, c'est pas moi qui ai surinterprété les choses, c'est pas moi qui ai mal fait mon travail, c'est pas... Voilà. Alors oui, évidemment, forcément, j'ai une part du truc. Enfin, c'est évident, on a toujours une part de responsabilité. Mais qu'en fait, l'origine du problème, c'est pas moi, c'est lui. C'était évident. De l'extérieur, ça se passait déjà mal avec d'autres doctorants. Et quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Quand t'es piégé dans ce truc mental, tu te rends pas compte à quel point c'est fort et ça te contrôle ta façon de penser et de réagir. Normalement, t'agirais jamais comme ça. Et c'est pour ça, mes parents me disaient, mais Gaël, ça va pas. Et en fait, j'étais, bah si, ça va, tout va bien. Bon, ok, il me parle plus, ok, c'est la merde, mais ça va, ça va. Voilà, donc heureusement j'ai eu cette prof-là qui a été géniale parce qu'elle m'a fait comprendre que j'étais pas le problème. Et elle m'a dit, bon maintenant, Gaël, on va te trouver un labo où atterrir. Elle m'a trouvé des labos où j'aurais pu potentiellement aller, c'est pas là où j'ai fini, mais elle a été super cool parce qu'elle m'a écouté, elle m'a fait comprendre que j'étais pas à l'origine du problème et elle m'a aidé à faire cette transition. Et comment s'est effectuée cette transition? La première étape de la transition, ça a été de faire la médiation avec l'école doctorale, où ça a été assez spectaculaire aussi. Toute cette histoire est spectaculaire de toute façon. Donc j'ai envoyé un mail à l'école doctorale, le directeur de l'école doctorale a dit je ne peux pas m'en occuper comme il avait promis de le faire, et donc il a donné le nom de 2 personnes de l'école doctorale qui se sont occupées de faire la médiation. Je suis parti quasiment 1 semaine chez mes parents à ce moment-là parce que je voulais pas être au labo et je voulais pas être au labo au moment où je devrais faire la médiation pour être sûr d'être plus indépendant, d'avoir du recul, etc. Et donc j'ai fait cette médiation, ça s'est passé pendant 1 heure, donc j'ai raconté un peu. J'ai pas parlé de toute la partie Grey's Anatomy entre guillemets du labo parce que je considérais que c'était pas le sujet, même si en réalité c'est une partie du sujet du labo, c'est un des problèmes.
Donc, ils ont eu une vision partielle. Je voulais pas que ça passe pour du dénigrement ou de la diffamation, etc. Parce qu'évidemment, ces chercheurs connaissent très bien le directeur de l'école doctorale, logique, et donc ce qui pouvait se passer dans cette équipe. Donc, j'ai pas abordé tous ces sujets-là. Ils m'ont écouté. En tout cas, ils m'ont laissé le temps de parler, etc. Mais ils m'ont posé des questions que moi, j'ai trouvées complètement anormales. Et ils m'ont demandé, par exemple, donc en fait, un des trucs que je reprochais à mon directeur de thèse, c'était que quand on était en réunion et que je lui posais des questions, il me répondait pas. Sa réponse était « moi je sais, toi pas ». Et quand je leur ai dit ça, il y a quelqu'un de l'école doctorale qui m'a dit « mais est-ce que vous êtes sûr que vous posez pas un peu trop de questions ?» Et là, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Et je leur ai dit, bah écoutez, c'est mon projet de thèse, donc je considère que c'est quand même normal que je puisse poser des questions et essayer de comprendre ce qui se passe. Et un autre a dit, mais est-ce que vous cherchez pas trop de réponses? Et je leur ai dit, bah écoutez, quand il veut me donner 0 réponse, j'aimerais bien en avoir au moins une. Je sais qu'il y a des considérations, forcément, je suis doctorant, je suis pas chef d'équipe. Il y a toujours des considérations tactiques, de la stratégie par rapport à la publication, de la stratégie par rapport au financement, de la stratégie par rapport au matériel, etc. Mais quand on refuse de te donner ne serait-ce qu'une bonne raison, enfin moi je veux bien, mais je veux avoir au moins une réponse. Donc au final, ils m'ont écouté, mais ils n'ont pas compris le problème. C'est l'impression que j'en ai eue. Et en fait, ils m'ont écouté sans remettre en cause la situation. Eux, ce sont 2 chercheurs qui ont des doctorants. Certains d'entre eux n'ont pas forcément une bonne réputation en termes d'encadrement des doctorants, pour le dire de façon diplomatique. En fait, j'étais face à 2 personnes qui ne pouvaient pas me comprendre, ou qui pouvaient difficilement me comprendre. T'as pas senti ce soutien que t'avais besoin? Voilà, c'était pas utile. La médiation ne servait à rien. En fait, notamment, un des trucs qui les a marqués, c'est que j'ai fait mon stage de Master 2 en partie avec le Covid. Et donc, pour eux, c'était la raison qui expliquait tout. C'était « ah mais ouais, forcément, s'il y avait eu le stage de Master 2, il aurait vu directement le problème. Donc, c'est juste un problème de ça matche pas entre le directeur de thèse et le doctorant. » Mais en fait, quand tu te fais manipuler, plus ou moins harceler, on peut appeler ça comme ça, par ton directeur de thèse, c'est pas qu'il y a un problème de match. C'est juste qu'il y a un problème tout court. Donc c'était ça, la discussion ne servait à rien, surtout que je savais déjà que j'allais quitter le labo. Je leur ai pas dit au début de la médiation, et à la fin de la médiation, ils m'ont dit « mais alors, vous voulez faire quoi ?» Et je leur ai dit « je vais partir de l'équipe. Je vais quitter le labo, en fait, c'est tout, il n'y a pas de solution. » Parce qu'ils m'ont dit « mais il n'y a pas un autre chercheur qui pourrait vous encadrer ?» En fait, il y a 2 chercheurs dans l'équipe. Un, c'est le directeur de l'école doctorale, il m'a dit qu'il m'encadrerait pas. Et l'autre, c'est le chercheur qui est jamais là. Donc non, je n'ai pas le choix, en fait. Il est hors de question que je reste avec lui. Donc la médiation s'est conclue comme ça, en tout cas la réunion avec les personnes de l'école doctorale s'est conclue comme ça. On s'est arrêté là et m'ont dit très bien, on va écouter votre directeur de thèse et puis ensuite on vous enverra un mail pour faire cette 3e réunion où vous serez tous ensemble. Pour réunir tout le monde. Exactement. Donc j'ai dit ok. Donc là on était début mars 2021 et après je me suis dit bon il faut que je trouve un labo. Donc j'ai commencé à lire des papiers, j'ai regardé un peu les équipes qui faisaient de la recherche dans un champ qui était assez proche de ce que je faisais moi. Et j'ai eu un coup de chance plus ou moins. Dans mon malheur j'ai eu un peu de chance. En fait, j'ai discuté avec une chercheuse qui est dans une autre équipe, dans le même bâtiment que là où j'étais, et elle m'a dit « mais pourquoi tu ne demandes pas à notre chef d'équipe? Peut-être qu'il a une place pour toi. » Et en fait, ça m'avait pas effleuré l'esprit. Et je lui dis « bon ok », je lui envoie un mail, et ce monsieur me dit « ok, bon on fait un meeting, on en parle. » Et il se trouve qu'en fait, dans cette équipe-là, il y avait quelqu'un qui partait, qui était en charge d'un projet. Il partait de façon prématurée, et donc ce projet se libérait, donc je pouvais, moi, prendre la relève. En plus, ça marchait bien, parce qu'il y avait plusieurs mois en commun. Et on a fait des réunions pendant quasiment 1 mois, plusieurs fois par semaine. Et en fait, pendant 1 mois, il m'a pas dit qu'il me prenait. Et puis moi, pendant ce temps-là, je faisais un peu de bibliothèque, puis j'étais au labo et je me faisais chier. J'essayais de tout faire pour pas croiser le directeur de thèse, qui faisait en sorte non plus de pas me croiser. Et j'attendais que l'école doctorale m'envoie un mail pour qu'on fasse cette médiation. Il se trouve qu'au final, fin mars, à force de faire des meetings avec ce chef d'équipe, il m'a dit « ok, moi je suis ok pour que tu viennes chez nous dès que l'école doctorale sera réglée. » Et moi j'ai dit « moi aussi, je veux bien venir chez vous dès que l'école doctorale sera réglée. » Donc ça fait 1 mois que j'avais fait la médiation quasiment. J'envoie un mail à l'école doctorale, je leur dis où c'en est pour qu'on ait la date pour la médiation, parce que moi j'ai trouvé telle équipe qui serait prête à m'accueillir. Et l'école doctorale me répond « ah mais en fait tout est bon pour nous. Ça fait 1 mois qu'on attend que vous nous disiez votre nouvelle équipe, tout est bon. » Et je leur envoie un mail « attendez, j'ai pas compris. Vous voulez dire qu'il n'y a pas besoin de faire de 3e phase de médiation? » « ah non, tout est réglé, la médiation est terminée. » Donc j'envoie un mail à mon nouveau directeur de thèse en lui disant c'est bon, c'est réglé, et il envoie un mail à mon ex-directeur de thèse, donc à l'école doctorale, machin, en disant ok, c'est bon, donc il viendra chez moi dès qu'il a fini avec l'ex-directeur de thèse, qui a répondu ah c'est bon, il a terminé, demain matin, il est chez toi. Donc je me suis retrouvé à commencer ma nouvelle thèse le 1er avril, c'était pas une blague, c'était le 1er avril. Précédemment, tu nous as dit que tu avais été harcelé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors déjà, j'ai eu énormément de mal à utiliser ce terme. C'est stupide, mais je suis parti de mon labo, j'utilisais pas ce terme. Et c'est après, dans les mois qui ont suivi, que je me suis rendu compte que je m'étais fait harceler. Alors moi, je considère que c'est du harcèlement. Déjà, le premier truc, qui est finalement le plus tardif qui soit arrivé, mais laisser un employé sans rien avoir à faire pendant 1 mois, ça fait partie des cases du harcèlement. Donc déjà, ça c'est un problème. Et ensuite, avant, des textos, des mails à pas d'heure. Ça me gênait pas quand j'étais dessus. Maintenant, je trouve que c'est pas normal, mais c'est normal pour le fonctionnement de la recherche. Après, vraiment, sur toute la partie purement harcèlement, moi, je considère que c'est du harcèlement quand on te dit encore et encore que t'es mauvais, que tu sais pas travailler, que tu n'as pas l'expérience alors que l'autre a l'expérience, quand on te fait douter de toi. Pour moi, le harcèlement, c'est un comportement répété qui induit une souffrance mentale. Et j'étais dans une souffrance mentale.
à chaque meeting y aller en se disant est-ce qu'il va me hurler dessus, est-ce qu'il va me frapper, je sais qu'il a déjà tapé du poing sur la table avec quelqu'un d'autre. Alors là, c'est pas lui qui, au moment donné, me fait mal, mais les comportements répétés qu'il a font qu'à chaque fois, j'étais dans cette souffrance-là. Et cette peur répétée, c'est de la souffrance. Si on revient un petit peu sur ton histoire, est-ce que tu peux nous dire et nous détailler comment s'est passé ton dernier jour dans ton ancienne équipe ? Alors mon dernier jour aussi, donc on y a été folklorique, tant qu'à faire. Moi je suis arrivé, donc je me suis dit tranquille. C'était un jour où j'accueillais des stagiaires, enfin des gens de collège-lycée qui venaient au labo l'après-midi, donc tranquille machin. Le matin, je range mon bureau, pépère, on mange. Et quelqu'un demande, est-ce que c'était à vous tel truc qui était là dans une machine ? Et je dis bah ouais, c'était à moi. Il faut ah d'accord, parce que quelqu'un de l'équipe a demandé ce matin qui c'était. En fait c'était un truc que j'avais préparé justement pour la visite des collégiens lycéens. Donc à 13h, je retourne au labo, je me dis ah c'est chouette de finir quand même avec ses élèves. Et je vais voir dans la machine et je vois que ce que j'avais préparé avait été jeté. Je dis ok, d'accord. Sachant que c'était évident que c'était pour ça, tout le monde savait que c'était pour ça, il n'y avait pas de doute. Donc je me dis bon, allez, on improvise, on trouve un truc. Ok, dans mon congélateur j'ai ça. Ok, je bricole un truc. J'ouvre mon congélateur, plus rien. Tout avait disparu. Je dis bon, on va voir le frigo, j'ouvre le frigo, plus rien. Et donc toutes mes affaires avaient été jetées, / enlevées, / cachées. Je n'avais plus rien. Donc j'ai bricolé un truc avec quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit mais il va jusque là quoi. Et ça s'est fini par donc on a fait ça avec les élèves. Et à la fin de la journée, j'ai rangé ma paillasse. Donc mon ex-directeur de thèse était dans le labo et je nettoyais ma paillasse et il m'a hurlé dessus en m'ordonnant de dégager. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais là ? Je dis je nettoie mes affaires. Je vais laisser un espace propre quand même. Encore une fois, naïf et gentil jusqu'au bout, un peu trop. Donc je lui explique ça et il me dit en me hurlant dessus, en me donnant rouge comme une tomate, t'as rien à faire ici, j'ai signé tes papiers, t'es plus dans cette équipe, maintenant tu dégages. Et du coup je fais ok, je suis nettoyé. Et là, à nouveau il me regarde et il me fait maintenant tu dégages. Et là j'ai levé les mains. Et je me suis barré. Je me suis dit, si je reste une seconde de plus, le mec va me taper. Et j'ai cru qu'il allait me frapper. Et donc ça s'est fini comme ça avec lui. Dans quel état d'esprit tu étais quand t'as quitté le labo ? En fait, sur cette médiation, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné de façon normale. En tout cas, moi, ce que je considère pas comme étant normal. Le premier truc, c'est que je me suis retrouvé, donc vous imaginez, j'étais donc doctorant qui allait quitter son labo de thèse. J'étais mal. Au niveau santé mentale, ça a été, on va dire. C'était pas incroyable, mais ça a été. Ça allait à peu près, quoi. Mais j'étais en situation de faiblesse et d'infériorité face à 2 chercheurs qui encadrent des doctorants quotidiennement, qui font partie de l'école doctorale, qui m'ont demandé des explications. J'étais tout seul face à ces 2 personnes. Et en fait, la balance de la médiation était déjà pas équilibrée parce que j'étais déjà en situation de défense. Alors que l'objectif de la médiation, c'est d'expliquer, d'en tirer des conséquences, de comprendre les mécanismes et d'éviter que ça se reproduise à la fois pour le doctorant et en théorie pour l'équipe et le directeur de thèse. Enfin, la médiation, ça va dans les 2 sens. C'est pas juste le doctorant qui a fait de la merde. C'était pas équilibré. J'avais personne d'autre avec moi. En fait, j'avais pas d'étudiant référent en école doctorale, j'avais pas de syndicat étudiant, j'avais personne d'autre qui était là pour m'aider. Et le plus gros problème, c'est qu'on m'a dit qu'il y aurait cette 3e médiation qui n'a jamais eu lieu. Et en fait, pour l'école doctorale, visiblement, c'était clair qu'il n'y aurait pas de 3e médiation. Je pense que d'habitude, il y a une 3e médiation lorsqu'il n'y a pas de décision de quitter le labo. Là, c'est vrai que fondamentalement, je partais du labo, donc on pouvait considérer que c'était pas utile parce qu'on ne trouvait pas de compromis. Même si ça pouvait être utile parce que ça permettait de confronter. Et en fait, ce dont je me rends compte maintenant, c'est que c'est un problème parce que moi, j'étais prêt à faire la médiation. J'étais prêt à confronter mon directeur de thèse parce que j'allais partir et parce que j'avais décidé qu'il était hors de question que je me laisse faire encore 1 minute de plus. Mais pour des doctorants ou des doctorantes qui sentent super mal, qui sont complètement cassés, détruits par leur thèse, il y en a certains qui sont pas en mesure de confronter leur directeur de thèse. C'est bien pour ça qu'ils font une médiation, c'est bien pour ça qu'ils font appel à un tiers. Donc me dire qu'il y aurait cette phase-là alors que c'était pas le cas, c'était une façon de me mettre en erreur. Je pense pas que c'était volontaire, mais c'est un problème énorme finalement. Donc cette médiation, elle a servi à rien. Et je pense qu'elle a fait plus de mal qu'autre chose dans le sens où ça aurait pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout, m'empêcher de quitter le labo. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu. Comment tu t'es ressenti quand t'as enfin quitté le labo ? J'étais très très content de commencer cette nouvelle aventure. En fait, j'étais content de changer d'équipe, de plus avoir à le supporter. Et progressivement, dans les mois qui ont suivi, en fait, j'ai déconstruit ce qui s'était passé avec mon ancien directeur de thèse et dans l'ancien labo. Et j'ai compris plein de trucs qui, de l'extérieur, peuvent sembler évidents, mais que j'avais jamais compris. Par exemple, quand j'étais dans mon ancien labo, il y avait un truc classique qui était... C'est-à-dire que donc, on était dans un étage où il y avait une autre équipe. Et en fait, l'autre équipe, c'était les tocards. Les autres équipes de bâtiment, ils étaient nuls. Et en fait, il y avait une construction comme ça qui se faisait, qui était que nous, on était les gentils dans son équipe. Et autour, l'environnement ailleurs, c'était des méchants. Sauf lui, ses potes, évidemment. Et donc, ça peut paraître finalement pas très important, mais en réalité, ce que ça fait, c'est que ça te coupe. Ça veut dire que les discussions, les échanges scientifiques et humains que tu as, c'est au sein de l'équipe, où tout le monde est dans la même construction mentale, puisque tout le monde est plus ou moins sous influence, enfin non pas plus ou moins, est sous influence de ce mec-là. Donc ça veut dire qu'au final, tes seuls interlocuteurs, c'est des gens qui sont dans la même influence que toi, qui donc voient les choses de la même façon que toi,
Et les personnes qui pourraient t'aider à remettre la situation en question, toutes les autres équipes de recherche, tous les autres personnels de recherche, eux sont pas atteignables, sont pas accessibles. Parce qu'en fait, tu crées des fossés entre toi et eux. Donc tu empêches toute communication. Et en fait, il y a plein de systèmes comme ça qui étaient mis en place. Je sais pas si c'était de sa part volontaire ou pas, mais en tout cas, il a créé un ensemble de conditions qui font qu'on était bloqué dans ce système et qu'en sortir, c'est super difficile. Il y a plein de trucs, ces comportements. Enfin, c'est pas normal que ton directeur de thèse, pareil, accepte jamais les critiques, accepte jamais que quand tu proposes un truc, on le teste ou que ça vaille le coup. C'est automatiquement non, considère que t'es nul, que tu sais pas faire. Donc c'est plein de trucs comme ça, plein de comportements, plein de façons de faire. De non, c'est pas normal dans une équipe d'avoir un chercheur qui est jamais présent, c'est-à-dire qui est jamais au labo, qui est jamais aux réunions ou voilà, c'est pas normal. Voilà, c'est plein de choses comme ça que j'ai déconstruites progressivement et qu'en fait je me suis rendu compte à quel point la situation que j'avais vécue, elle était complètement hallucinante. Moi, la situation que j'ai vécue sur plein d'aspects, en fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que vivent les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, sauf que là, c'était au travail. Le fait de t'isoler, c'est classique chez les pervers narcissiques, le fait de te faire douter de toi, il y a plein de trucs, en fait, j'ai découvert que, en fait, c'était vraiment un comportement que je considère, moi, classique de ces manipulateurs comme ça, et en fait, je me suis dit, mais heureusement que je suis parti, quoi. Heureusement que j'ai réussi à m'échapper. Et déjà, ça m'a coûté certains trucs, ça a été difficile, je serais un déchet si j'étais encore dans l'équipe alors qu'il est, quoi. Je sais pas comment j'aurais fait. Et actuellement, tu as réussi à déconstruire tout ça. Comment t'y es arrivé? Sur quelles ressources tu as pu t'appuyer? Beaucoup en discutant avec des gens qui étaient encore, pour certains, encore dans l'équipe et pour d'autres à l'extérieur de l'équipe. Ça, c'est un premier truc. Et même de ma famille, des amis. Ça m'a permis de comprendre au fur et à mesure ce qui s'était passé. Tous les trucs qui étaient complètement anormaux, que certains que j'avais détectés, mais d'autres que j'avais pas détectés. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est du travail sur soi, de réfléchir à ça. En fait, c'est pas juste j'ai arrêté ma thèse, c'est j'ai changé de thèse. Donc ça m'a permis de comparer avec un environnement de travail qui est bien plus sain, qui n'est pas toxique, avec un directeur de thèse qui est normal, enfin qui est un bon directeur de thèse, mais ça devrait être la normalité, ça devrait être ça la norme. Et donc tu compares progressivement. C'est en comparant que tu te rends compte à quel point certaines de ces situations sont anormales et ne devraient pas exister. Et avoir confiance en soi, du coup, ça t'a aussi beaucoup ça m'a aidé. ça m'a aidé d'avoir confiance en moi. Quelque chose aussi que j'ai beaucoup appris sur cette expérience-là, enfin là en tout cas moi dans l'environnement dans lequel j'étais, j'ai pas eu d'aide de mon école doctorale, j'ai pas eu d'aide de mon unité non plus. Et en fait je me suis dit en gros, quand t'es ce genre de situation, malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens pour t'aider. Après je me suis rendu compte de trucs que j'aurais pu faire que j'ai pas fait. Par exemple, j'ai pas contacté la médecine du travail. Parce qu'en fait, j'étais pas en dépression, et donc je me suis dit, t'es pas en dépression, tout va bien. Ce qui est pas vrai, ce qui est fondamentalement faux. En fait, j'aurais dû les contacter. D'ailleurs, maintenant, ils sont au courant. Je savais pas qu'il y avait un syndicat étudiant pour les doctorants. C'est débile, c'est des trucs débiles, mais j'étais pas au courant. Je connaissais pas mes étudiants référents au sein de l'école doctorale. Je les ai découverts il y a 2 mois. Donc plus d'1 an après que ça soit passé, j'ai découvert qui aurait pu m'aider. Mais genre, c'est dingue qu'un doctorant qui commence, 1, ne soit pas formé pour reconnaître ces situations, et 2, ne sache pas qui contacter lorsque cette situation arrive ou lorsqu'il a des doutes, ne serait-ce que des doutes. Parce que le truc, c'est que généralement, quand tu comprends que la situation arrive, c'est que c'est trop tard. Moi, quand j'ai compris que ça avait basculé, ça avait déjà basculé. Et en fait, il était plus question que je reste dans l'équipe. Peut-être qu'il y aurait eu moyen d'arranger le truc. Je pense pas, mais peut-être. Voilà, c'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Déjà, pour tous les doctorants qui nous écoutent, si vous êtes en thèse, c'est que vous avez des compétences et des qualités et des connaissances. Et donc, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous savez rien, c'est qu'il y a un problème. Alors évidemment, vous n'êtes pas parfait, mais je suis pas parfait non plus. On n'est pas des chercheurs professionnels, on n'a pas 50 ans d'expérience, on connaît pas toute la bibliothèque depuis les années 90. Oui, c'est un fait. Mais lorsque quelqu'un considère que tu ne sais rien, que tu es nul, c'est qu'il y a un problème énorme. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'appréciation du directeur de thèse ou de la directrice de thèse qui vous considère moins, qui vous sous-value par rapport à ce que c'est. Et le danger, c'est après soi-même de se sous-évaluer et de considérer qu'on est mauvais, qu'on est nul, qu'on sait pas faire, etc. Ce qui est faux. Tous les doctorants, généralement, ont une licence et un master. Donc il y a quand même un certain nombre d'études, généralement aussi des stages ou des expériences professionnelles. Donc on sait faire des choses, sinon on serait pas arrivé là, on n'aurait pas commencé une thèse. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, quoi. Oui, c'est normal de douter de soi un peu, il faut accepter les critiques, mais on n'est pas nul, on n'est pas mauvais, jamais. Et si on nous fait comprendre qu'on est mauvais, c'est qu'il y a un problème de la personne qui nous fait comprendre ça. Soit c'est qu'on a mal compris, soit c'est que la personne ne devrait pas le dire ça. Et là, c'est un red flag. Là, c'est qu'il y a un problème. Et le deuxième truc, c'est de communiquer le plus tôt possible. À la fois avec le directeur de thèse, avec l'école doctorale, avec les étudiants référents. Il y a des étudiants référents dans chaque école doctorale. Si vous les connaissez pas, c'est pas normal. C'est pas que c'est votre faute, mais c'est que c'est pas normal de la part de l'école doctorale. Donc il faut trouver qui c'est. Vous envoyez un mail à l'école doctorale, ça règle le problème. Vous allez avoir leur nom. Donc, faut communiquer avec le directeur de thèse dès qu'on sent qu'il y a un problème, même si c'est infime, il faut en parler parce qu'en fait, après, ça s'envenime tellement vite et quand tu te rends compte, c'est trop tard, encore une fois. Donc, faut discuter ça et il faut aussi communiquer à l'extérieur. Ce que je donne comme conseil, c'est de trouver une personne qui est liée au monde académique, en qui vous avez confiance, que vous connaissez, qui vous connaît, ou vous pensez en tout cas que c'est quelqu'un qui a une éthique et qui est carré sur certains aspects de la thèse, et vous lui en parlez. Parce que soit c'est pas grave, auquel cas il va vous dire c'est pas grave, c'est bon, on n'a pas besoin de monter le truc, quoi.
soit c'est un problème, et auquel cas, là, vous avez l'avis extérieur d'une personne qui est compétente, qui peut vous dire qu'effectivement c'est un problème. Il y a certaines écoles doctorales, enfin j'en connais une qui n'est pas dans mon université, qui oblige les doctorants à avoir un tuteur qui est externe à l'université, qui est associé au monde de l'enseignement et de la recherche, et qui donc est le référent lorsqu'il y a un problème. Et ça, je pense que ça doit être indispensable. Soit on vous le fournit, dans le sens si l'école doctorale vous demande explicitement de trouver un, votre directeur de thèse ne doit pas avoir un mot à dire sur ça. Ce n'est pas lui de trouver. Déjà que c'est pas normal que ça soit souvent les directeurs de thèse qui choisissent le comité de thèse, mais là, pour un référent, il n'en est absolument pas question. Ça ne doit pas être une personne choisie par votre directeur de thèse. C'est pas compliqué. S'il propose quelqu'un, vous devez refuser cette personne. Et si on vous oblige pas à le faire, identifiez au moins dans votre tête quelqu'un qui sera là au cas où pour vous. Et c'est important de l'identifier même quand ça va bien, parce que vous savez que dès que vous pensez que ça va mal, il y a un déclic dans votre tête et vous dites « Ah, je vais contacter telle personne ». Dernier conseil, le doctorat, quand c'est un doctorat qui est financé, malheureusement, et c'est un problème, c'est pas le cas de tous les doctorats, mais quand c'est un doctorat qui est financé, un doctorat c'est un CDD, c'est un contrat, donc vous avez des jours de repos que vous pouvez prendre, donc ne pas prendre ces jours de repos, ces jours de vacances, ou alors quand votre directeur de thèse vous force ou vous fait comprendre que vous ne devez pas prendre vos vacances, c'est anormal. 2, vous avez un salaire quand c'est financé, et 3, vu que c'est un CDD, vous avez le droit de quitter votre CDD, vous avez le droit de démissionner, vous avez le droit de faire une fin anticipée de contrat, bref, vous avez le droit d'arrêter votre travail. Eh ben alors pourquoi on peut pas le faire pour la thèse? Pourquoi on peut pas juste démissionner de sa thèse? Moi j'ai eu la chance de pouvoir changer parce que j'avais un financement qui était transférable, mais quand c'est pas le cas, eh ben on peut démissionner. Alors oui, c'est sûr, c'est relou parce que souvent c'est battu pour. C'est pas parce que vous démissionnez une thèse maintenant que vous en ferez jamais, et peut-être qu'en fait dans 2 ans vous en aurez plus rien à faire. Moi par exemple, je veux plus faire de l'enseignement supérieur de recherche. Ma thèse, je la continue parce que ça me plaît, parce que je m'amuse, parce que j'ai un environnement de travail qui est cool, parce que je suis content de ce que je fais. Et ça devrait être la thèse pour tout le monde. Ça devrait pas être, c'est un diplôme, faut être prêt pendant 3 ou 4 ans à bosser 70 heures par semaine, les week-ends, pas prendre de vacances, et après on vous donne le petit titre de doctorat. Je connais 2 personnes qui ont quitté leur thèse, et voilà, enfin c'est pas, y a pas mort d'homme. Oui, c'est sûr qu'on vit ça comme un échec parce que c'est un diplôme qu'on n'a pas fini, mais enfin si c'est entre se pourrir la vie et être dans une situation catastrophique à la fin de sa thèse, ou trouver un autre travail, être bien plus épanoui et être satisfait de sa vie et de son travail, mais à un moment, il faut choisir d'être heureux, quoi. Il faut pas accepter de se laisser pourrir la santé mentale et la santé physique pendant 4 ans. C'est pas normal qu'on accepte ça en France. Donc il faut se battre, et malheureusement, pour l'instant, c'est surtout aux doctorants de se battre. Et après toute cette péripétie, comment tu te sens aujourd'hui et comment tu vois la poursuite de tes études? Moi, ça va très bien maintenant. C'est ce que je disais là, enfin, je m'éclate dans ma thèse parce que c'est mon job et c'est un job dans lequel je suis super épanoui. Après, un des trucs aussi, c'est que je sais maintenant, donc quand je suis arrivé en thèse, je voulais faire de la recherche académique. Maintenant, j'ai décidé de ne plus le faire. J'ai pas décidé d'arrêter la recherche après ma thèse à cause de ce qui s'est passé, mais ça a été un des facteurs qui m'ont fait arrêter parce que je me suis dit, il est hors de question que je vive dans ce genre d'environnement ou en contact avec ce genre d'environnement de travail pendant toute ma carrière. Ce qui me rend triste, c'est qu'il y a des chercheurs qui sont géniaux. Enfin, j'ai un directeur de thèse qui est trop cool. Je travaille avec des gens qui sont formidables, qui sont super sympas. Mais il y a tous ces gens qui pourrissent le truc, quoi, et qui rendent ce système ultra compétitif et avec plein de défauts. Là. Donc moi, j'ai choisi je vais faire ma thèse, et à la fin de ma thèse, je vais arrêter la recherche académique. Et j'ai choisi, après ma thèse, de faire de la communication scientifique parce que j'adore transmettre. Voilà, donc moi, j'ai choisi d'arrêter la recherche académique après la thèse parce que je considère que ça correspond pas à ce que je veux faire de ma carrière, de ma vie professionnelle. Et pour finir ce podcast, l'ultime question, qu'espères-tu transmettre à travers ce témoignage? J'espère qu'à travers ce témoignage, les doctorants qui vont l'entendre vont se rendre compte que s'ils sont dans une situation qui s'en rapproche, c'est que c'est pas normal et que c'est à eux d'agir et que c'est super difficile. Mais qu'en fait, malheureusement, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir les aider à leur place. Et que la thèse, c'est difficile scientifiquement parlant, mais ça doit pas être difficile d'un point de vue humain. Ça va être un truc enrichissant, on doit être content tous les jours de se lever pour aller travailler. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et dans ces cas-là, il faut voir quel est le problème et il faut agir parce qu'on peut pas continuer comme ça en fait. C'est pas possible. On peut pas accepter qu'une thèse, que ça se passe mal. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir accepté de te livrer et d'avoir fait toute cette rétrospection personnelle. Donc merci à toi d'être venu. Avec plaisir, merci beaucoup. Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Eline et Kali, psychologues, afin de basculer dans leur univers. Bonjour les filles, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans son témoignage, Gaëlle y parle d'harcèlement moral qu'il a subi dans son laboratoire. En tant qu'observateur ou même en tant qu'acteur, quels comportements peuvent alerter en cas d'harcèlement ? Alors déjà, on pourrait définir ce qu'est le harcèlement, parce que c'est une question qui est assez vaste. Le harcèlement, c'est quand il y a des violences répétées.
Donc ces violences, elles peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être par exemple verbales. Des insultes, des menaces, voilà, des humiliations. Elles peuvent être aussi non verbales. Donc là, ça va être plutôt des gestes, des regards. Vous voyez, des petites choses un peu sournoises. Il y a aussi le physique, donc les violences physiques. Et puis les violences psychologiques. C'est les plus fourbes. Fourbes. La pression, lancer des rumeurs, le cyberharcèlement, les choses de ce genre. Harcèlement par mail. Ouais. Et dans le harcèlement, ce qu'on retrouve aussi, c'est le rapport de domination. Donc il y a une personne qui est dominée par une autre. Donc évidemment, dans le cadre d'une thèse, on peut très rapidement tomber dans du harcèlement dans le sens où il y a ce fameux directeur ou cette directrice de thèse qui a quand même un sacré pouvoir sur le doctorant. Cette hiérarchie où justement il y a des pressions qui peuvent s'installer, etc. C'est ça. Il y a une dépendance qui se crée aussi. Oui, parce que notre contrat est reconduit si notre directeur le veut bien. C'est le directeur qui chapeaute tout notre travail. Donc effectivement, si cette personne est malveillante, c'est compliqué. Oui, parce que ça n'arrive pas dans tous les cas. C'est plus si la personne est mal intentionnée finalement. C'est peut-être un peu bête ou plus vulgarisé, mais est-ce qu'on peut réellement objectiver le harcèlement ? Car face à une situation comme ça, on a tous une perception assez subjective des choses. Je pense que le harcèlement, on peut l'objectiver de toute façon. Quand on assiste à des situations dans lesquelles on se sent pas à l'aise, c'est objectivable. Tout le monde serait d'accord dans la pièce pour dire que cette situation est anormale. Après, est-ce que la personne qui fait subir du harcèlement en a conscience ? Pas toujours. C'est une autre question. Parce que, est-ce qu'il y a un trouble derrière ? Est-ce que cette personne va bien ? Est-ce que cette personne est stable ? Voilà, ça c'est dans le monde plutôt du travail des adultes. Après, quand on est enfant, c'est encore plus difficile parce qu'on est en pleine construction, on a la pression sociale. Donc, est-ce que la personne en a conscience ? Je dirais que ça dépend. Ça marche. Un vaste débat. Ouais. Oui, c'est rarement de la pure méchanceté. Ouais, là, ce serait de la psychopathie sinon. De toute façon, quand on fait subir ce genre de choses à une personne, c'est qu'il y a un mal-être. Souvent, c'est les personnes très dominantes, comme ça, qui ont besoin de rabaisser l'autre pour se sentir mieux. C'est qu'il y a un gros manque de confiance. Voilà, il y a des failles aussi pour faire ça, en fait. Et comment on pourrait réussir à s'en détacher, ou du moins essayer de prendre du recul vis-à-vis de cette situation ? S'en détacher, c'est compliqué. Donc déjà, c'est important de voir tous les petits signaux, là, tous les red flags chez une personne qui peut potentiellement nous harceler. Donc ça va être tout ce qui est ambivalence. Oui, les personnalités très instables, où vous arrivez au travail le matin ou au labo et vous vous dites, bon, comment il va être aujourd'hui ? À quelle sauce je vais te manger, quoi ? Ça, c'est déjà mauvais signe. Si vous savez pas à quoi vous attendre avec une personne, c'est qu'elle est très instable. Cette personne donc peut avoir des propos culpabilisants ou dénigrants envers vous. Enfin, ça, c'est vraiment important de repérer ce type de personnes qui peuvent potentiellement vous harceler. Et ensuite, comment s'en détacher ? Ça, c'est compliqué, surtout dans le monde du travail et dans le monde de la thèse. Comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment un rapport de hiérarchie qui est très fort. Alors s'en détacher en thèse, je pense que c'est très très compliqué. Oui, la dépendance est trop forte. En fait, elle est objective. Cette dépendance, c'est pas simplement une dépendance qui a été construite dans le harcèlement. En fait, c'est vraiment, ils le disent tous, même dans vos témoignages. C'est ce qui fait peur en fait quand on se dit, j'aimerais partir, mais j'ai que ça. Il y a cette impression de ne pas avoir d'autres solutions. Et pourtant, il peut y en avoir. C'est pas facile, évidemment, mais souvent. On l'a entendu pareil dans vos témoignages, ceux qui ne sont pas partis à temps le regrettent, ont bien vu qu'au final, il y avait d'autres solutions, qu'on pouvait rebondir. Mais ça, c'est un gros travail, c'est encore de la résilience aussi, de s'en rendre compte. C'est important de parler de ce qu'on vit à des gens extérieurs au milieu de travail, parce que c'est eux qui vont vous dire « Non mais là, ça va pas du tout ce que tu me racontes, c'est complètement déconnant, faut que tu fasses quelque chose, c'est pas normal. » Et ça, on s'en rend pas compte quand on vit dedans, si c'est notre norme en fait. Donc c'est hyper important d'avoir ce retour-là. Donc si vous pensez subir une situation de harcèlement dans un cadre de travail tel que la thèse et que vous n'avez pas possibilité de changer de directeur, d'encadrant, la réponse est fuyez. Fuyez et planifiez votre fuite. Oui, on fuit pas comme ça en deux. Hein. Non, on planifie quand même, sinon c'est un peu la cata. Mais non, planifier son départ. Oui, ça peut se faire, ça s'organise. Voilà, il faut regarder ailleurs si on peut avoir un autre sujet, parce que au final, c'est pas un abandon complet. C'est-à-dire que vous pouvez reproduire un projet à peu près similaire, mais ailleurs, avec quelqu'un de plus sain pour vous. Donc il y a des solutions. C'est important de s'en souvenir.
Oui, et ce qui est important aussi selon nous, c'est vraiment d'alerter. On sait que l'institution n'est pas toujours soutenante, pas forcément soutenante, mais c'est quand même très important de faire remonter ce que vous vivez à l'école doctorale. Voilà, même s'il n'y a pas de suite, au moins il y a une trace parce que on sait que s'il y a des violences répétées, une personne qui a tendance à faire subir ça à plusieurs étudiants salariés, s'il y a des traces, ça aidera les prochains qui vivent la même chose. Par là, on le voit dans le cas de Gaël, il le dit qu'il a bien observé le même schéma sur plusieurs personnes avant lui. Et qui pensait pas que ça tomberait sur lui également. Mais finalement, l'histoire se répète, donc faut être vigilant. Et surtout quand il y a des violences de type sexuel ou physique, où là, c'est quand même un autre degré de gravité. Il faut le signaler donc à la fois à l'école doctorale, au niveau hiérarchique. Après, il y a les syndicats. Vous vous renseignez aussi sur les syndicats qui existent. Et puis, s'il y a un trouble associé de votre côté, c'est la médecine du travail aussi qui peut gérer tout ça, le service RH. Voilà. Merci beaucoup pour toutes les ressources que vous avez énoncées et toutes les possibilités d'action face au harcèlement. Merci beaucoup. Tu viens d'écouter le témoignage de Gaël et l'avis expert d'Elie Nekali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes, mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante: svb-off@outlook.fr. Nous remercions chaleureusement Gaël d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorley, Lucia Musique sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage, ainsi qu'Elie Nekali, psychologue de profession connue sous le nom de Psychobaye sur Instagram, pour leurs connaissances scientifiques apportées. Et merci à toi de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.